Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 25 août, je vous propose de revenir tout d'abord sur la COP17 sur la désertification qui se tient depuis environ une semaine en Mongolie. Nous reviendrons ensuite sur les tensions diplomatiques entre le Japon et la Russie au sujet de plusieurs îles au nord de Hokkaido, avant de nous rendre dans l'archipel des Tokelau, qui a vu ses revenus liés à la pêche chuter de plus de 60% au cours du premier semestre suite à son exclusion d'un mécanisme régional de contrôle des réserves halieutiques. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique au Japon, où l'effet de mode autour du matcha à l'international entraîne une flambée des prix du tencha, mais aussi d'autres thés dans l'archipel nippon. À Oulan-Bator, capitale de la Mongolie, les États-Unis ont été accusés de saper les négociations de la COP17, la conférence des parties sur la lutte contre la désertification qui se tient actuellement du 17 au 28 août. Des délégués de 197 parties ainsi que des représentants d'ONG, de communautés autochtones et scientifiques et du secteur privé sont réunis pour tenter de trouver des solutions aux différents défis liés à la désertification, à la dégradation des terres et à la sécheresse. Si la Mongolie a été choisie pour accueillir l'événement, c'est que le pays est devenu, selon les informations du site officiel de la COP, je cite, « un acteur majeur des efforts mondiaux de lutte contre la désertification et de renforcement de la résilience des sols, avec des ambitieux programmes de développement, notamment en matière d'environnement et d'agriculture ». Le pays, dont 70% du territoire sont des pâturages qui assurent la subsistance d'environ un tiers de la population, fait face à des sécheresses de plus en plus fréquentes et à un nombre annuel de jours de tempêtes de sable et de poussière qui a plus que triplé depuis les années 60. Plusieurs initiatives mises en place au niveau national en Mongolie ont été saluées par la communauté internationale, notamment le mouvement national baptisé des milliards d'arbres, qui vise à planter 1 milliard d'arbres dans le pays d'ici 2030, à protéger et à restaurer les ressources en eau et en forêt, tout en allouant au moins 1% du PIB à ces mesures environnementales. On peut aussi citer l'initiative de développement rural communautaire Or-Blanc, un programme de transformation des filières d'élevage et de développement rural lancé par le PNUD, le Programme de développement des Nations Unies, et le ministère mongol de la Nourriture, de l'Agriculture et de l'Industrie légère, visant à améliorer les conditions de vie des communautés nomades et des éleveurs, tout en luttant contre la dégradation des terres et contre le surpâturage. L'organisation de cette COP17 doit offrir, je cite, « une occasion historique de porter la coopération internationale sur les questions financières, climatiques et de biodiversité à un niveau supérieur » et comporte cette année 3 principaux sujets de négociation, la réponse internationale à l'aggravation des sécheresses, la gestion durable des terres agricoles et des ressources en eau et la promotion d'un pastoralisme durable. Mais plusieurs médias ont fait état d'un bilan plus que mitigé au terme de la première semaine de négociations, qui n'ont pour l'instant pas permis de grandes avancées, mais qui se sont surtout heurtés à des blocages imprévus de la part des États-Unis. Les représentants américains sur place ont en effet refusé de négocier sur plusieurs points qui avaient pourtant été inscrits à l'ordre du jour et qui avaient fait l'objet d'accords lors de réunions préparatoires, notamment sur les questions de l'égalité homme-femme, sur la participation et la représentation des peuples autochtones au sein de la Convention et sur le rapprochement des enjeux des 3 COP, à savoir climat, biodiversité et désertification, les 2 premières se passant désormais de la participation américaine suite à une décision du président Donald Trump. La Russie a également formulé des objections, notamment concernant la présence d'Ukrainiens au sein d'un comité scientifique. Des manifestations d'ONG et de peuples autochtones qui se disent marginalisés dans les négociations, parfois au profit des représentants du secteur privé, ont ainsi manifesté contre les blocages américains et craignent que ces blocages ne créent des précédents qui viendront de nouveau bloquer le débat lors de futures COP. Ces 2 dernières semaines ont été marquées par un regain de tension entre la Russie et le Japon suite à la première visite du président russe Vladimir Poutine sur l'île d'Iturup, une île connue en japonais sous le nom d'Eterofu et dont Tokyo revendique la souveraineté.
Iturup fait partie des 4 îles de l'archipel des Kuriles, avec les îles de Kunashir, Shikotan et Abomai, qui sont revendiquées par le Japon depuis leur annexion en 1945, quelques jours après la capitulation du Japon par l'Union soviétique. Ces 4 îles, qui dépendent aujourd'hui administrativement de l'oblast de Sakhalin, avaient été reconnues comme étant des possessions japonaises par la Russie lors du traité de Shimoda de 1855. Le différend territorial est une épine dans les relations entre Tokyo et Moscou depuis 1945. Les deux pays ont rétabli des relations diplomatiques en 1956, mais un traité de paix suite à la Seconde Guerre mondiale n'a à ce jour pas encore été ratifié en raison de cette dispute. Suite à la visite du président russe à Iturup, la première ministre japonaise Sanae Takaichi a déclaré à la télévision que cette visite était, je cite, absolument inacceptable et blessait les Japonais, parlant de nouveaux coups portés à des relations déjà tendues au sujet de l'Ukraine. Car les relations bilatérales se sont en effet dégradées après l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, le Japon ayant rejoint les pays qui ont condamné l'invasion et imposé des sanctions internationales contre la Russie. Le président russe a d'ailleurs dénoncé lors de sa visite sur Iturup les sanctions japonaises et la qualification de la Russie de menace majeure dans des documents de défense japonais. Suite à la déclaration de la chef du gouvernement japonais, la Russie a à son tour réagi en convoquant l'ambassadeur japonais à Moscou, Akira Muto, pour lui soumettre une ferme protestation. Le gouvernement russe accuse la première ministre japonaise de propos anti-russes. La flotte russe du Pacifique a par ailleurs annoncé jeudi dernier qu'un exercice militaire avec lancement de missiles depuis un sous-marin nucléaire dans les îles Kuriles du Sud avait été organisé sans préciser de date. La diplomatie japonaise a réagi en affirmant que la concentration militaire russe dans les 4 îles du Nord allait à l'encontre de la position du Japon et était encore une fois inacceptable. On assiste depuis les années 2010 à un engouement pour le matcha à l'étranger, un thé issu d'arbres protégés du soleil avant la récolte, dont les bienfaits pour la santé, alliés à une esthétique photogénique et l'effet amplificateur des réseaux sociaux, ont provoqué une explosion des ventes, en particulier ces dernières années. Le quotidien japonais Asahi Shimbun a publié dimanche un article qui montre que l'effet de mode à l'international autour du matcha, qui est désormais incorporé dans les boissons sucrées et les desserts, entraîne une explosion des prix de vente, mais aussi des prix des autres thés au Japon. Le quotidien cite les chiffres recueillis fin juillet lors de la fin des enchères du thé à Uji, une ville située dans la banlieue de Kyoto célèbre pour sa production de thé et notamment de tencha, le thé utilisé pour faire le matcha. Les enchères pour les premières et deuxièmes récoltes de l'année ont en effet atteint les près de 13 milliards de yens, soit près de 70 millions d'euros, soit 30% de plus que l'année dernière. Le prix moyen à l'unité a également augmenté de 30% en un an, passant environ de 55,16 € au kilo à 73,27 € le kilo. La principale raison derrière cette augmentation est la hausse de la demande pour le tencha, dont la valeur des récoltes par machine a bondi de 50% par rapport à 2025 et dont le prix moyen au kilo a augmenté de 20% par rapport à l'année dernière. Le quotidien indique que ce boom du tencha entraîne une baisse de la production des thés roulés comme le sencha, le thé le plus communément consommé au Japon, avec un fort goût vert, qui est aussi produit à Uji, où 70% de la production de thé vert est consacrée au sencha. On observe aussi une baisse de la production du gyokuro et du kasebucha, des thés de haute qualité qui poussent aussi à l'ombre avec des périodes différentes. Ces hausses de prix pourraient pousser les consommateurs japonais à acheter moins de thé, d'autant plus que les Japonais font face à une forte inflation avec un taux d'1,8% sur un an enregistré en juillet 2026, avec une faiblesse historique du yen et des hausses de salaire qui peinent à compenser ces pertes. Radio New Zealand a rapporté que les Tokelau avaient perdu plus de 60% de leurs revenus liés à la pêche entre février et juin suite à son expulsion d'un accord de pêche entre les pays du Pacifique. L'accord en question est le schéma journalier des navires de l'accord de Nauru, un mécanisme de gestion de la pêche au thon dans les régions du Pacifique occidental et central qui fixe un nombre maximal de jours de pêche autorisés par an dans les zones économiques exclusives des pays membres. Le mécanisme distribue un quota de pêche à chacun des 8 membres avec une possibilité pour les pays de vendre ou d'échanger leurs jours de pêche excédentaires entre eux. Aucune raison officielle n'a été donnée pour justifier cette exclusion, mais Radio New Zealand indique que le problème serait lié à l'influence de la Nouvelle-Zélande dans le secteur de la pêche des Tokelau, alors que la Nouvelle-Zélande n'est pas membre de l'accord.
Notons que les Tokelau sont un territoire dépendant de la Nouvelle-Zélande et que l'archipel a rejeté 2 référendums d'autodétermination en 2006 et en 2007. Le ministère des Affaires étrangères de Nouvelle-Zélande a affirmé qu'il travaillait activement avec les membres de l'accord pour réintégrer les Tokelau au mécanisme. Le média néo-zélandais précise que le petit État insulaire, qui dépend déjà massivement de l'aide financière de la Nouvelle-Zélande et dont la pêche en haute mer est la seule source de revenus indépendante, avait dû modifier son budget gouvernemental suite à cette perte significative de revenus. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.